bonjour à nos participants en présentiel au campus cyber, donc à Paris La Défense, et puis à nos participants virtuels, puisque maintenant on fonctionne en mode hybride. Donc bienvenue à notre webinaire Menaces sur l'OT, comment anticiper et détecter les vulnérabilités des systèmes critiques. Donc un petit peu de contexte. Donc vous avez connu, certains d'entre vous sont des familiers des petits déjeuners du FIC et de l'Observatoire du FIC qui se déroulait à la caserne des Célestins à la gendarmerie donc à Paris. Aujourd'hui, changement de lieu, changement de nom, puisque donc depuis déjà quelques mois, les petits déjeuners du FIC s'appellent donc les petits déjeuners InCyber, qui est donc ce média développé par le FIC. On ne change pas la philosophie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de confronter des experts sur des thématiques complexes sur lesquelles y a matière à réflexion et à échange. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire développer la réflexion. On garde l'esprit, donc il y avait beaucoup d'interactivité dans les petits déjeuners en présentiel. Et quand on était en virtuel, il y avait aussi beaucoup de questions sur le chat. Donc surtout, on garde on garde cet esprit-là et on a du temps d'interactivité en cours de session. Et donc, on va afficher les intervenants, si tout se passe bien, sinon je vais les présenter. Donc voilà la slide qui s'affiche. On a un superbe salle ici au campus cyber avec un double écran. Donc ceux qui seront en présentiel, en distanciel, venez nous rejoindre. Voilà la session s'affiche dans ce bel espace. Donc le thème, donc la menace sur l'OT ou l'OTI, je ne sais pas comment vous voulez qu'on prononce. Donc un partenaire avec Tenable. Comment ça va se passer? Donc on a une présentation par Bernard Montel, qui est EMEA Technical Director de Tenable et qui va un peu nous donner le contexte, qui va vraiment brosser la situation de manière assez large et je dirais exhaustive. On a préparé cette session avec deux intervenants qui sont des opérationnels de terrain qui connaissent leur affaire, évidemment. Julien Dreano, qui est groupe CISO de Framatome, et Stéphane Napo, qui est Global CISO du groupe SEB. Et donc, ces deux experts, ces deux opérationnels vont un peu nous échanger avec Bernard sur sa présentation et un peu sur les pistes de travail. Quelques mots-clés sur lesquels sans vouloir spoiler la matinée, mais pour vous mettre en appétit. Donc évidemment l'OT, l'OT, l'IT, l'IoT, qui est encore une chose différente évidemment comme vous le savez. Le cloud, la convergence de tout ça, ça va être les quelques mots-clés. On va faire un petit topo, un petit point. Bernard a invité quelqu'un de son équipe, Maria Trabiou, pour faire un point sur un aspect qui est sous-estimé. On en a préparé ensemble et on s'est dit vraiment qu'il fallait faire un focus dédié dessus sur la question de l'inventaire. Sujet qui peut paraître facile et qui ne l'est pas et qui est vraiment critique, et on voulait vraiment marteler ce message et donc avoir le soutien de Maria sur ce point. Autre sujet, le Zero Trust, le SASI, et puis on va même parler de cyberentropie et de technologie et d'entropie technologique. Donc vous voyez, on va brosser un certain nombre de sujets. On commence donc avec une présentation de Bernard, suivie d'une petite intervention de Maria pour cadrer le sujet, et puis après on passe aux questions-réponses. Bernard, merci de ta présence, et donc nous te passons la parole. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci. D'abord, merci à tous d'être là physiquement et d'être là pour ceux qui sont connectés à distance. Un petit peu d'émotion également aujourd'hui, alors je sais qu'on le répète souvent, mais on fait plus beaucoup d'événements physiques et c'est la première fois pour moi au Cybercampus. Donc on est très contents, les intervenants et ainsi que les organisateurs d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce sujet qui est donc la gestion, la protection des vulnérabilités liées, enfin la détection des vulnérabilités liées à cet environnement qui est l'environnement industriel, l'OT, donc Operation Technology. Donc j'ai l'honneur de faire la première partie et ensuite évidemment on fera une table ronde
dans la deuxième partie. Donc, rappel du sujet. Donc, je vais vous présenter un petit peu un panorama avec un agenda qui est celui-ci, en 3 parties également. Une première partie qui est vraiment ce que j'appelle l'état de la menace, mais également des réglementations. Il y a eu un événement là, il y a 2 jours, je crois que c'était avant-hier, une mise à jour de la réglementation CRI V2, donc NIS en anglais. On va y revenir. Mais ce qui était important, c'est que dans cette première partie, j'explique notre point de vue. Nous sommes, nous, experts dans la détection et la gestion globalement de ce qu'on appelle les vulnérabilités, dans le monde de l'IT, mais aussi dans le monde de l'OT. Donc, on a une position particulière puisqu'on va observer en permanence l'état de la menace pour pouvoir adapter, évidemment, nos solutions. Pardon, c'est pas 3 exemples, mais 2, puisqu'on a décidé je ne présenterai que 2 exemples. C'est le monde médical et le monde de l'automobile, puisque après nos intervenants qui viennent entre autres du monde de l'énergie, on en parlera pendant la table ronde. Et enfin, dans la dernière partie de ma présentation, j'expliquerai quelques pistes, évidemment, pour essayer de réduire ce risque d'attaque, entre autres donc sur ce domaine de l'OT. En parlant évidemment de convergence IT-OT, en faisant un petit détour aussi autour de l'Active Directory, pour présenter aussi ce qu'on appelle les notions de chemin d'attaque, et j'y reviendrai évidemment. Je ne serai pas long, c'est une première partie, et puis on viendra vite sur la table ronde. Alors, avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui en 2022, on va regarder un tout petit peu en arrière. En janvier 2021, nous avons sorti un rapport qui s'appelle le rapport annuel de l'observation de la menace sur l'année qui vient de s'écouler. Comme je vous le disais, on est expert en gestion de vulnérabilité, donc on regarde tous les jours ce qui se passe. Et ce qu'on a observé en 2021, c'est un record à nouveau d'un nombre de brèches, près de 480 publics, donc on considère qu'il y en a à peu près 20% de plus. Et ces chiffres-là sont que les chiffres sur le continent européen principalement étendu, qu'on appelle EMEA, avec 3 principaux vecteurs d'attaque, ou secteurs d'attaque ciblés. Le monde de l'éducation. Je me suis souvent posé la question pourquoi, et on n'en parlera pas aujourd'hui, puisque dans le monde de l'éducation, il n'y a pas vraiment d'outils. Les gouvernements au sens large du terme, et puis le monde de la santé. Et j'en ferai une petite aparté aujourd'hui. Le vecteur principal aujourd'hui, alors il y a 10 ans, on parlait tous, puisque je vois ici des têtes que je connais depuis quelques temps, de phishing. C'était le type d'attaque principale. Et aujourd'hui, sur la plaque EMEA, le vecteur d'attaque principal, le type d'attaque principal, pour être très précis, c'est les ransomware, avec à peu près 45% de ce qu'on a pu observer. Et enfin, 2 types vraiment d'approches, des approches qu'on appelle autour des chaînes d'approvisionnement logicielles, les attaques de type SolarWinds, c'est ce type d'attaque-là, et des attaques de type de chaîne d'approvisionnement physique. Et c'est là où on va retrouver des éléments liés au séminaire d'aujourd'hui, puisque lorsqu'on parle d'attaques liées aux chaînes d'approvisionnement physiques dans le monde industriel, eh bien, on est directement concerné. Alors, revenons à ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 éléments principaux. On a vu apparaître une forte accélération il y a 2 ans, mais c'est quelque chose que certains d'entre nous connaissaient déjà auparavant, le télétravail. Aujourd'hui, c'est un des vecteurs principaux d'attaque. Avec quelques exemples très récents, ici j'ai mis en exergue des attaques liées aux outils du télétravail. On a pu voir, et vous le savez, quelques éditeurs qui ont été attaqués autour du MFA, autour du VPN et autour des navigateurs. Si on prend le VPN, le MFA et le navigateur, c'est les 3 outils principaux qu'on utilise tous les jours en télétravail. Le deuxième élément qu'on a observé également, c'est de plus en plus d'attaques contre ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Évidemment, dans les infrastructures critiques, il y a des infrastructures liées à fournisseurs d'énergie, tout ce qui est la continuité d'activité au sens humain du terme. Il n'y a pas que ça, il y a également des banques, le monde de l'éducation, le monde de la santé. Quelques exemples ici, la Croix-Rouge, pardon, je ne l'ai pas traduit, Red Cross, mais également un rapport de la société Mendiant qui explique aujourd'hui que selon eux, à peu près un ransomware sur 7 cible directement le monde industriel, donc l'OT. C'est en forte augmentation,
je vous indique à aller voir ce rapport également qui donne des informations très intéressantes. En Allemagne, beaucoup d'attaques aujourd'hui liées à l'infrastructure de l'énergie, pas forcément aux producteurs, les stations-service et puis récemment, dans le monde de l'automobile, et j'en parlerai tout à l'heure, des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et enfin, le troisième élément qui peut être lié au premier, c'est la forte accélération de l'adoption de services de cloud. Alors, cloud privé, cloud public, peu importe. Et le fait que cette transformation dans le cloud nécessite également une transformation native de développement. Et on voit apparaître de plus en plus d'attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel, et y compris des attaques liées aux référentiels et aux outils de développement natifs du cloud, ici quelques-uns. Et tous ces éléments-là ont été, je les ai récupérés sur une observation qu'on a pu faire déjà sur le premier trimestre 2022. Tous les éléments que vous voyez ici sont de cette année. Voilà. Revenons sur le sujet d'aujourd'hui. Je voulais vous présenter un petit peu, avant tout, l'évolution de ces attaques sur l'outil. Je pense que tout le monde se souvient de ce que vous pouvez voir à gauche en 2010. C'est extrêmement connu. Stuxnet, cette fameuse attaque au travers d'une clé USB qui a pu avoir un impact sur la production d'une centrale nucléaire. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. On ne va pas tous les voir en détail. On va passer de la partie gauche à celle qui nous concerne 11 ans après, aujourd'hui, avec l'anniversaire de l'attaque qui s'appelle Colonial Pipeline, d'accord, qui est cette fameuse attaque qui a eu lieu il y a exactement un an, où une attaque de ransomware sur l'IT avait pour objectif d'aller faire ce qu'on appelle un jump à la partie OT. Alors juste point précis par rapport à celle-ci. Alors certes, elle était très importante, certes, elle a marqué les esprits. Il faut savoir que c'est bien les équipes de sécurité et la direction de cette entreprise qui a décidé d'arrêter la partie OT avant justement que le ransomware aille vers sur cette partie du réseau. Mais entre-temps, eh bien, il y a eu également Log4j, Log4Shell en termes de vulnérabilité. Sachez que Log4Shell avait aussi un impact sur la partie OT. Il n'y a pas que du Java que dans la partie traditionnelle IT, il y en a également sur la partie OT. Donc, quelques éléments d'évolution et évidemment aussi SolarWinds, qui est l'exemple le plus connu aujourd'hui d'attaque de type chaîne d'approvisionnement logiciel que l'on a tous en tête et qui avait également un impact sur la partie réseau industriel. Et je voudrais résumer sur deux types, pour essayer de les résumer, pour pas rentrer dans tout le détail. Si on regarde bien, on a vu une évolution sur la partie gauche qui était plutôt ciblée, spécialisée de type géopolitique. Ça existe encore, c'est clair, il ne faut pas le dénier. Mais on a vu également le fait que les attaques contre le monde industriel et sur la partie OT s'orchestrent de plus en plus, s'industrialisent, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, mais deviennent l'apanage de groupes de type cybercriminalité, de plus en plus. Donc voilà ce qu'on observe aujourd'hui, deux grandes tendances, une tendance historique qui existe toujours, mais une tendance de plus en plus forte, puisque ces attaques-là ne sont pas uniquement les attaques de type État-nation, elles existent aujourd'hui et elles sont orchestrées souvent par des groupes de cybercriminalité. Voilà. Je voudrais faire un zoom maintenant sur deux vecteurs cette fois-ci. Le premier, j'en ai parlé, les ransomware qui représentent à peu près 43% selon nos études sur la plaque EMEA. Eh bien, tous ces ransomware aujourd'hui qu'on a pu analyser, et le dernier en date sur lequel le code a été rendu public, c'est Conti. Eh bien, si on prend cette liste, un peu une liste à la Prévert, j'ai quelques exemples ici, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Eh bien, tous aujourd'hui, dans leur code, ciblent l'Active Directory. Tous, si à un moment donné, ils se retrouvent sur un endpoint, ils ont compromis un système, que ce soit un endpoint de type laptop ou bien un serveur, ou peu importe, ou dans le cloud, eh bien, ils vont tester dans leur code, et c'est ce qu'on a pu voir avec le code de Conti, qui a été public, puisqu'il y a eu un leak sur ce code-là, eh bien, ils vont tester s'ils contactent ou pas l'Active Directory. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans leur mode opératoire, évidemment, il faut qu'ils puissent avoir des comptes à privilèges pour pouvoir faire du mouvement latéral, pour pouvoir accéder à l'ensemble des bases de données et des réseaux dont ils ont besoin pour pouvoir opérer.
dans leur code, on a pu voir que s'ils n'ont pas accès à Active Directory, tout simplement parce qu'ils ont compromis, par exemple, un serveur qui n'est pas lui-même attaché à un domaine, ou un laptop qui n'est pas, à ce moment-là, connecté à Active Directory, eh bien, il s'arrête. Donc, on a vraiment, ici, un mode opératoire commun à l'ensemble des ransomware, 99,99%, pour pas dire 100%, et tous aussi, et tous les exemples que j'ai montrés ici, et d'autres, XingLocker ou autres, eh bien, ont ce même mode opératoire. Deuxième élément qu'on a vu apparaître très récemment, c'est que maintenant on a des malwares qui ciblent directement l'outil. Celui-ci est très récent, d'accord, donc février ou mars 2022, donc là on est vraiment sur quelque chose de très chaud, très très récent. Eh bien, ça s'appelle PipeDream et c'est un outil qui permet de faire de la découverte, du scan et de la prise de contrôle de systèmes de type OT. D'accord? Découverte, scan, ça ressemble un peu à ce qu'on est capable de faire côté défense, avec la partie découverte d'assets et gestion de vulnérabilité, on verra, mais sachez que du coup, les attaquants aujourd'hui commencent à travailler avec des outils sur ce réseau outils qui sont très similaires à ce que l'on peut proposer. Alors, l'un de ces outils, vous pouvez le voir ici, et je regardais un petit peu comment il fonctionnait, eh bien, ils font carrément, en fait, un miroir des interfaces, d'accord, des PLC, donc des contrôleurs, afin de pouvoir accéder aux cartes directement et pouvoir éventuellement changer les configurations de ces cartes-là, eh bien, directement avec cet outil qui s'appelle PipeDream. Je vous invite à le voir. Ici, j'ai mis un logo de l'agence nationale ou fédérale américaine qui surveille justement les infrastructures critiques et qui a justement trouvé cette alerte, qui a lancé cette alerte par rapport à cet outil. Voilà, en parlant d'agence, il me paraissait important de mettre en exergue le fait que nos gouvernements et l'Union européenne, entre autres, d'accord. En plus, je sais qu'aujourd'hui au Cyber Campus, on a bien un logo qui montre que la France est présidente à la présidence de l'Union européenne. Vous le savez, mais je voulais juste le répéter. Eh bien, ces trois agences-là, respectivement l'ENISA pour l'Union européenne, le NCSC pour l'Angleterre et le CISA spécifiquement sur la partie infrastructure critique pour les États-Unis, auront de plus en plus d'initiatives, de directives, voire pour certaines vont forcer, je dirais, les organisations à réduire le temps de publication des incidents de sécurité. Le CISA aux États-Unis a forcé un certain nombre d'entreprises à mettre en œuvre des éléments pour lutter contre la faille Log4Shell, d'accord? Donc elles sont vraiment sur la brèche. Exemple qui date donc d'avant-hier. Si vous l'avez pas noté, eh bien la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne a validé le fait de pouvoir avoir une nouvelle version de, ici en français, SRI 2, plus communément connue pour NIS, d'accord, la fameuse directive. Et donc, il y a une mise à jour qui est en train d'arriver sur cette fameuse directive. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'était juste de montrer qu'aujourd'hui, l'ensemble des gouvernements et des agences de cybersécurité, y compris l'ANSSI, évidemment, a pris conscience des attaques contre les infrastructures critiques et particulièrement de celles qui peuvent également cibler l'outil. Voilà, alors je voulais vous donner deux exemples, excusez-moi pour la petite coquille au début sur l'agenda, et faire un zoom sur deux domaines. Le premier domaine, sur lequel je travaille maintenant depuis quelques mois, c'est le monde de la santé. Alors, c'est pas vraiment industriel. Il y a quand même beaucoup d'équipements dans le monde de la santé qui sont pas vraiment classiques dans l'IT ou dans l'informatique de tous les jours. Et donc, je vais vous présenter cette partie-là. Le deuxième, et qui est là à nouveau sur des éléments assez récents que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est évidemment la transformation extrêmement forte que je dirais subit presque le monde de l'automobile. Je dis bien subi parce que, en fait, c'est à cadence tellement extrêmement forte qu'il y a des transformations qui, du coup, peuvent poser problème en termes de menaces de cyber. Alors, premier donc secteur, le secteur médical. Qu'est-ce que le monde hospitalier aujourd'hui en termes d'informatique? On va retrouver évidemment de l'IT classique, d'accord, des PC qui vont se connecter à des bases de données patients, dans des couloirs avec une forte mobilité. Parce que, évidemment, on va aller dans des chambres, on va aller au bloc, on va aller dans beaucoup
d'endroits dans les établissements de santé. Ça, je pense que tout le monde connaît, on n'a pas besoin d'être expert là-dessus. Mais on va aussi retrouver ce qu'on appelle de l'informatique embarquée. Des systèmes qui sont fournis par des fournisseurs du monde médical, dont le but et les certifications qu'ils reçoivent aujourd'hui sont des certifications médicales. C'est-à-dire que le système informatique doit rendre le besoin par rapport à des besoins médicaux. C'est les seules certifications historiques que ces constructeurs et éditeurs fournissent aujourd'hui. Électrocardiogramme, imagerie, vous connaissez tout ça. Mais c'est souvent des tablettes, des éléments qui arrivent en fait dans les chambres du patient avec un nouveau concept qui s'appelle le lit connecté. Alors le lit connecté, c'est quoi? C'est un lit médical, fortement médicalisé, où d'un coup, le réseau informatique se retrouve avec plusieurs adresses IP qui n'étaient pas prévues et qui viennent d'équipements qu'ils ne connaissent pas, d'accord, qui sont fournis par ces fameux fournisseurs d'informatique médicale. Mais ça va au-delà. Hein. On a maintenant aujourd'hui des services qui sont fournis par des sociétés tierces pour apporter justement du confort aux patients, et c'est ce fameux lit connecté. Dernier élément en date qui est arrivé à nouveau comme tout le monde, c'est le télétravail. Ça paraît étonnant, mais j'ai été en contact, entre autres pendant la pandémie, avec des gens qui me disaient, voilà, je travaille de chez moi et j'accède à des données patients. Alors on n'avait jamais fait ça auparavant, on m'a donné un PC, on m'a donné un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, le monde médical et l'hôpital étaient vraiment un lieu sain, rien ne sortait de là, d'accord. Aujourd'hui, comme tout le monde, ils ont dû s'adapter, ils ont dû mettre je dirais, à marche forcée un certain nombre de collaborateurs, peu importe comment on va les appeler, chez eux pendant longtemps pour pouvoir accéder à des données extrêmement sensibles. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître depuis quelque temps? Excusez-moi, tout n'est pas en français, parce que j'ai pas eu le temps de tout traduire. Fin 2019, une première vague d'attaques ransomware contre des hôpitaux. Principalement des hôpitaux privés aux États-Unis. D'accord. Même avant ça, et je l'ai pas mis, évidemment, on se souvient tous de WannaCry, mai 2017, d'accord, où un hôpital en Angleterre, d'accord, à Londres particulièrement, a été arrêté par une attaque de WannaCry. Mais entre-temps, ça s'est pas arrêté du tout, puisque première vague fin 2019, mais surtout une énorme vague pendant la pandémie. Je pense qu'on a tous été choqués du fait que les hôpitaux qui étaient sous pression pour gérer la pandémie, d'un coup se retrouvent avec des cyberattaques. Certains d'entre eux ont payé des rançons, certains d'entre eux, privés essentiellement, ont juste arrêté. Ne peuvent plus opérer du tout. D'accord? Donc, quelques exemples ici, et tous les exemples que je vous donne sont réels, évidemment. Et puis ici, le dernier en date, c'est pas tout à fait le dernier en date, mais c'est le dernier que l'on a connu, puisque c'est le seul et le premier hôpital qui a été attaqué en Israël, et qui a mis à peu près 3 semaines pour s'en remettre en termes de mode opératoire. Un autre exemple plus récent, de novembre à janvier 2022, d'accord, au Japon, voilà, ça c'est le plan de continuité d'activité. Ils sont revenus tout simplement au papier et au stylo pour pouvoir continuer à travailler, opérer et recevoir des patients. Ça c'est la partie IT principalement. Mais dans la partie OT, d'accord, dans la partie, je dirais, embarquée, ici on a à peu près une dizaine de vulnérabilités qui ont été mises en exergue en mars, d'accord. Des chercheurs ont trouvé plus de 200 000 pompes à perfusion médicale connectées au réseau, et on a découvert à peu près que 100 000 d'entre elles étaient vulnérables. Voilà, donc ça c'est un état des lieux sur la partie du monde médical. Alors, dans la préparation, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on attaque le monde médical est attaqué? Quelques éléments, je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail ici. Le but, évidemment, c'est vraiment de partager avec vous. Quand on prend un peu de recul, la donnée santé, elle est unique. Elle nous concerne individuellement. Et elle n'a pas de version. Quand on a une attaque sur un plan industriel, c'est grave, hein, c'est important. Mais on va faire une nouvelle version. D'accord ? On ne peut pas faire une nouvelle version de mon historique médical. On ne peut pas faire une nouvelle version. Si cette donnée-là est publiée, c'est blanc ou noir, et c'est trop tard. Et il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Et je pense que les gens qui attaquent aujourd'hui le monde hospitalier l'ont très bien compris, parce que justement, du coup, elle a une forte valeur financière, tout simplement.
Et malheureusement, eh bien, quel que soit l'état des hôpitaux, eh bien, je pense que les gens qui attaquent s'en foutent un peu. Et pour eux, le plus important, c'est d'en tirer un très grand profit. Voilà, c'était un petit peu long sur le monde médical. Je passe directement sur le deuxième cas d'usage, qui est le secteur automobile. Alors je disais, c'est en pleine transformation. Deux exemples d'attaques récentes. La première, alors c'est pas vraiment une attaque, la première, c'est un adolescent allemand dans la région de Munich. Alors à Munich, il y a pas mal de, il y a un gros constructeur automobile, mais c'est pas celui-ci qui a été ciblé. Il a trouvé une vulnérabilité par hasard. Ce qui s'est passé, c'est que il cherchait sur des forums, et c'est un chercheur en cybersécu, et il est tombé sur une base de données qui était fournie par un outil tiers de prise de service qui était connecté à un certain nombre de voitures. D'accord. On pouvait, par exemple, ouvrir les portes, on pouvait déclencher tel ou tel, par exemple, démarrer la climatisation. Tous les services qui sont pas liés, et là je vous rassure, à la conduite, d'accord, donc, ont pu tout simplement être découverts par cet étudiant. Alors il est tombé par hasard sur une base, et puis en regardant la base de données, il a tiré le spaghetti, et puis il est tombé sur cette application qui est fournie par un tiers de cette marque, d'accord, qui est Tesla. À nouveau, rien contre Tesla, c'est juste qu'il a pu prendre, en regardant dans cette base, se connecter à 25 véhicules et pouvoir, à distance, commencer à faire un certain nombre de commandes. Comme c'est un chercheur en cybersécurité, il a remonté immédiatement cette faille à Tesla. Tesla a contacté son fournisseur, donc toujours chaîne d'approvisionnement logiciel dans ces cas-là, et évidemment, ça a été corrigé. Le deuxième élément, et ça c'est beaucoup plus récent, c'est que les attaquants aujourd'hui, au lieu d'aller cibler ce que j'appelle le endpoint, qui est la voiture, ils vont cibler l'infrastructure pour faire ce qu'on appelle des dénis de service. D'accord? C'est un parallèle entre notre métier, endpoint et infra, déni de service versus je cible le endpoint. Aujourd'hui, le déni de service dans le monde industriel, dans le monde automobile, c'est quoi? Eh bien, c'est surtout d'être capable d'arrêter l'infrastructure de recharge de véhicules. Donc, ça a été fait récemment, ça a été prouvé. Ça n'a pas duré longtemps, mais juste pour vous montrer que c'est possible. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le monde de l'automobile est attaqué fortement? Tout simplement parce qu'il y a une forte transformation industrielle. Je pense qu'il ne s'est pas vraiment passé grand-chose depuis les 25 dernières années dans le monde automobile, depuis l'époque des plateformes, de la modularité. Et puis, on va rentrer dans l'ère de l'hyperconnectivité. Jusqu'à présent, la connectivité, c'était ce que je disais, un peu de divertissement. En anglais, on appelle ça entertainment, d'accord, pour aller connecter le poste de radio, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, c'est déjà pas mal, hein, ouvrir les portes et les fenêtres, c'est déjà beaucoup. Mais on va aller encore plus loin. Tout simplement parce que le modèle économique, excusez-moi pour le faute de typo, est en train de changer. Le modèle économique de la voiture est en train de changer. Et donc, du coup, cette transformation nécessite que les industriels de l'automobile aillent vers le cloud. Et à partir de là, eh bien, il faut qu'ils réinventent totalement leur manière d'opérer et leur manière de gérer leurs assets, et particulièrement donc liés aux attaques qu'ils peuvent avoir. Voilà pour les deux exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et j'arrive sur la dernière partie. Comment justement répondre à ces problématiques-là aujourd'hui? Je pense que vous l'avez compris. La surface d'attaque, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, est en train de changer de manière exponentielle, et surtout la vitesse de changement est extrêmement forte. Les 2 ou 3 exemples que je vous ai montrés montrent que ces domaines qui n'ont pas changé pendant presque 10, 15, 20 ans, d'un coup se retrouvent à un changement radical. Certes, la pandémie a accéléré un certain nombre de choses, mais pas que. Ce qui est très important de comprendre, c'est que dans ce monde industriel-là, aujourd'hui connecté, il y a ce qu'on appelle des contrôleurs. Les contrôleurs, c'est le niveau, pour ceux qui sont experts dans ce domaine, le niveau 3. C'est ce qu'on appelle les PLC. C'est le monde de ICS SCADA, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les acronymes. Mais ces contrôleurs-là, contrairement, alors, ce qu'on a fait pendant des années dans le monde industriel, c'est de la disponibilité, au sens des équipements, des machines, de tout ce que vous pouvez voir ici, c'est que la machine, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Donc, on va regarder ce qu'on appelle la télémétrie des équipements pour voir s'ils continuent à fonctionner ou pas. D'accord? Et donc, du coup,
eh bien, ils se prennent de plein fouet cette transformation qui a commencé. Alors, il y a eu deux ères. Il y a eu l'ère avant 2000, à peu près ici, d'accord, avec un premier niveau de convergence, et une ère qui s'est fortement accélérée à partir des années 2010 pour être aujourd'hui à peu près ça. D'accord. Et au centre, d'ailleurs, puisqu'on en avait parlé en préparation, la partie IIoT. D'accord. Donc, sans faire de mauvais jeu de mots également, avec une hyper-connectivité qui n'était pas attendue. Pourquoi? Parce que les fournisseurs, à nouveau, sont passés d'une ère classique, traditionnelle, dans des réseaux air-gap non connectés, à une ère où ils apportent maintenant des capteurs qui permettent de faire de la maintenance à distance, ces capteurs eux-mêmes sont connectés au cloud. Et bien tout simplement, les clients reçoivent ça sans forcément avoir le choix, puisque la nouvelle version de l'équipement qui va rentrer maintenant dans l'usine X ou Y, eh bien, elle sera forcément ou pas connectée, mais de plus en plus connectée. Alors, si on regarde bien, on a une approche qui est assez traditionnelle. On va séparer en deux. Alors, j'ai le monde de l'OT à gauche. Alors, ce que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle les niveaux, différents niveaux. Alors, du plus proche, je dirais, du plus bas niveau en termes de connectivité non informatique, jusqu'au niveau 4 et 5, qui est évidemment l'IT. Donc ça, c'est une vue convergée conceptuelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sur la partie gauche, l'équilibre est bien différent. En réalité, dans le monde industriel, sur le réseau dit industriel, on a à peu près 50% d'équipements IT. Donc, cette vue est différente. Pourquoi? Parce que justement, on a jusqu'à présent abordé le problème en disant, ben voilà, ici, je sais faire, à gauche, c'est très simple, j'ai des capteurs, et puis tout le reste, ben, c'est l'IT. La réalité est vraiment différente. Alors, quelques éléments. Et qu'est-ce qui constitue justement une menace dans le monde de l'OT? Tout ce qui va permettre de compromettre tout ce qui est intégrité opérationnelle, puisqu'à nouveau, l'important, c'est la disponibilité du système. Maintenant que ce système est connecté, eh bien, cette disponibilité va être dépendante de nouveaux systèmes qui, jusqu'à présent, n'étaient tout simplement pas surveillés. Et si on regarde, on a trois types de menaces. La première, comme je vous le disais, avec des exemples très concrets, des attaques cyber. Mais c'est pas la seule. La deuxième élément, qu'on va retrouver d'ailleurs classiquement dans le monde de l'IT également, c'est ce qu'on appelle les employés malveillants. D'accord? Comme partout, si quelqu'un va se retrouver dans une situation particulière, il va potentiellement être l'insider pour donner des informations à l'externe afin que ces attaques puissent être opérées. D'accord? Il y a eu... j'ai une attaque en tête, mais bon, peu importe, on va revenir là-dessus. Et enfin, dernièrement, et c'est le plus important, l'erreur humaine. Je vais vous donner quelques éléments en avance, évidemment. Le vecteur principal d'attaque et de vulnérabilité dans le monde industriel, c'est des problèmes de configuration. Ce ne sont pas forcément des vulnérabilités comme on l'entend traditionnellement sur des bugs et des patchs à appliquer. Et ça, c'est un élément important. Si on devait mettre en place ce triptyque-là, si on devait regarder ce triptyque-là, eh bien, on va pouvoir voir les trois de manière équivalente. 50% des assets, donc, je le disais, dans le monde industriel, donc sur le réseau OT, sont de type IT. Et 30% aujourd'hui sont dits dormants, c'est-à-dire que on va pas les regarder. On considère qu'ils ne sont pas opérationnels. Et pourtant, souvent, c'est au travers de ces assets dormants qu'on va retrouver des failles liées aux problèmes de configuration. Et enfin, 50% de ces équipements-là ne sont même pas surveillés. D'accord? Donc, on va retrouver cet élément-là pendant la table ronde. C'est pour ça que je vais passer rapidement là-dessus. Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est ce que je disais, c'est que le vecteur principal d'attaque dans le monde OT, ce sont des vulnérabilités de type configuration. Si on est capable de regarder, d'observer, d'analyser les changements de configuration, version 1, version 2, version 3, version 4, qu'ils soient faits par des personnes ou que l'on puisse détecter qu'ils soient faits par des logiciels, donc typiquement des logiciels malveillants, eh bien on va pouvoir immédiatement réagir, alors qu'aujourd'hui, à nouveau, 50% de ces équipements-là
ne sont même pas surveillés. Le deuxième élément, c'est d'être capable de découvrir des chemins d'attaque. Il n'y a pas toujours un seul chemin. Je disais tout à l'heure, l'attaque Colonial Pipeline, qui est très connue et qui aujourd'hui fête son anniversaire, son fameux anniversaire, on pense tous que ça vient de l'OTI, mais en fait, c'est venu de l'Haïti. Mais peu importe finalement. Ici, je mets en exergue un autre élément qui est un ransomware qui s'appelle Black Energy, qui cible justement ce domaine-là. On voit que dans le chemin d'attaque, eh bien, les attaquants vont d'abord essayer de rentrer dans la partie IT en essayant de pénétrer au travers d'une vulnérabilité, au sens traditionnel du terme. Ensuite, ils vont utiliser une autre vulnérabilité, cette fois-ci ciblant des équipements dans le réseau industriel. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les cas de figure, ils vont essayer d'avoir une escalade de privilèges, et pour ça, ils vont cibler l'Active Directory. Parce qu'un autre élément qu'on oublie souvent, c'est que l'Active Directory n'existe pas uniquement dans le monde de l'IT, il existe également dans le monde de l'OT. Parce que tous ces équipements de type traditionnel qu'on va retrouver dans le monde industriel, lorsque le matin, l'opérateur va utiliser le PC en bout de chaîne et qu'il va se loguer, eh bien, il va utiliser un mot de passe qui lui-même est vérifié dans un AD qui est dans la partie OT. Alors, je voulais juste vous montrer un cas d'école, un exemple de ce qu'on pourrait nous couvrir avec Tenable. Eh bien, imaginons qu'on est quelqu'un qui est chez soi, en télétravail. On sait aujourd'hui que le réseau domestique n'a rien à voir avec le réseau de l'entreprise. Et puis, cette personne, elle va se retrouver chez elle et elle fait partie, évidemment, d'un groupe Active Directory. Il s'avère que cet individu-là, ou plutôt son identité, est intéressante parce que ce groupe a accès à un serveur critique dans l'entreprise, côté IT. Lorsque les attaquants vont essayer de trouver une vulnérabilité dans son réseau pour pouvoir, ou tout simplement récupérer son identité, eh bien, ils vont, par rebond, faire ce qu'on appelle une dominance de l'Active Directory. En d'autres termes, ils ont pris le mot de passe de cette personne-là, ont pu faire un vol d'identité. Il s'avère que cette personne, donc cette identité, fait partie de ce groupe critique, et ils vont se retrouver à avoir des privilèges élevés dans l'Active Directory. À partir de là, ils ont accès au contrôleur de domaine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le but principal des ransomware aujourd'hui. Quasiment 100% des codes de ransomware ont ce même mode opératoire. Bingo, il n'y a pas forcément de MFA sur la partie VPN. Et autre élément, eh bien, le deuxième AD, qui lui est dans la partie OT, a une relation d'approbation entre l'IT et l'OT. C'est classique, c'est normal. Vous allez me dire peut-être qu'on pourrait faire différemment, mais pour pouvoir les gérer, souvent les AD, dans une forêt, eh bien, ont des relations d'approbation globales. Eh bien, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un jump entre l'IT et l'OT qui fait que justement, au travers de ce vol d'identité de cet individu qui a été évidemment ciblé particulièrement, on va pouvoir escalader jusqu'au réseau industriel. Voilà, j'en ai fini pour la première partie. Je voulais juste finir par 3 éléments. De quoi a-t-on besoin justement pour pouvoir répondre à ces menaces-là aujourd'hui? D'abord de la visibilité, faire un inventaire, comprendre quels assets on a réellement. Le deuxième, avoir un angle évidemment sécurité et de pouvoir en fait contrôler ces systèmes dans cette approche, donc ce triptyque visibilité, sécurité et système de contrôle. Voilà, merci beaucoup et c'était donc la première partie. Merci, merci Bernard. On va donc enchaîner sur la démonstration de la partie inventaire justement. Donc on a Maria Tabiou de l'équipe de Bernard de Tenable qui va s'installer et mettre en place la configuration nécessaire. Ça me donne quelques minutes. Alors pour les deux personnes qui n'hésitez pas à venir de ce côté-là pour vous asseoir, il y a une rangée facilement accessible. Je vais me remettre peut-être dans l'écran parce que j'imagine que je suis hors cadre. Donc pour aller plus loin sur ce sujet, il nous reste encore évidemment un temps de présentation et d'échange. Le FIC, c'est le 7, 8 et 9 juin. Il y aura un village Cyber Security for Industry, donc un village dédié à ces problématiques OT au cœur du salon. Il y a une journée complète le 7 juin sur ce thème. Donc si vous voulez approfondir et vous voyez un peu la richesse du
du sujet. Merci Bernard pour cette arrivée à être pédagogique sur ce thème. Voilà, regardez le programme, il est en ligne, session par session, et il y a vraiment de quoi faire. Et Maria est déjà connectée. Super. Et merci Maria au fait. En tout cas, nous sommes très sensibles à la diversité et donc on apprécie beaucoup que Tenable dispose d'ingénieurs féminins et nous permette de vous entendre ce matin. Merci. Pas de souci. Donc bonjour à tous. Je vais continuer rapidement sur ce que Bernard vous a dit par rapport à la visibilité. Donc ça va être le thème de la démonstration. Quelle que soit la solution que vous allez utiliser, le thème primordial en fait quand on parle de sécurité OT, ça va être vraiment cet aspect d'inventaire, cet aspect de comprendre ce qui se passe au niveau de l'OT, même si on a des équipements IT, qu'on ait des équipements OT, et comprendre ces communications-là. Donc c'est pour ça que lorsque en fait on va vous parler d'une solution pour sécuriser, on va dire, votre OT, on va parler généralement d'une solution qui va vous permettre dans un premier temps à vous et à vos équipes de comprendre, donc comme je vous le montre ici sur l'écran, les communications qui se passent au niveau de votre infrastructure OT, donc quelles que soient ces communications-là, quelles sont les sources importantes, les destinations importantes, mais très important également, les protocoles. Les protocoles qui vont être utilisés dans votre infrastructure OT, donc que ce soit des protocoles un peu classiques, un peu IT on va dire, ou bien des protocoles un peu plus OT spécifiques, ou bien des protocoles propriétaires que vous allez utiliser par exemple dans votre infrastructure. Donc ces éléments-là, en fait, ils vont être importants dans la première, on va dire, prise en marche de comment je sécurise mon infrastructure OT. Après cela, donc lorsqu'on a en fait cette vue sur les protocoles, cette vue vraiment sur ce qui se passe en termes de conversation dans notre infrastructure OT, on va avoir quelque chose qui va être primordial, c'est l'inventaire des assets. Cet inventaire des assets va nous permettre d'adresser ce dont Bernard parlait, à savoir comprendre ce qu'il y a dans mon infrastructure OT, voir les assets dormantes, notamment les assets IT dormantes, qui pourraient potentiellement amener à des événements de sécurité. Donc, à travers cela, donc ça va être important en fait d'avoir du mapping, on va dire entre guillemets réseau en fait au sein de votre infrastructure pour comprendre vraiment ce qui se passe, quelles sont les conversations, quels sont ces équipements-là, sur quel niveau Purdue se situe. Est-ce que c'est plus du niveau 1, est-ce que c'est plus du niveau un peu plus bas, etc. Niveau 2, niveau 3, etc. Et voir comment ils communiquent ensemble. Cette communication-là et ces conversations-là vont nous permettre de voir, par exemple, si on prend l'exemple de Bernard sur le télétravail, voir qu'il y a une personne qui se trouve chez elle, qui se connecte, par exemple, sur un contrôleur, alors qu'il ne devait pas se connecter sur ce contrôleur-là. Et on revient donc sur les exemples des types de menaces de l'outil, à savoir un problème soit d'une personne malveillante ou bien tout simplement une erreur humaine, parce que ça peut arriver. Ces erreurs humaines-là, donc, elles vont se retrouver généralement dans des événements. Donc, on parle ici toujours en termes d'inventaire, hein, que ce soit du classique, des équipements qui vont se connecter, des menaces réseau, parce que ça peut aussi être quelqu'un qui va aller télécharger, par exemple, un code ou qu'est-ce encore sur, je sais pas, un PLC, et qui derrière va mettre à mal, par exemple, toute une usine. Donc, c'est des éléments qu'on va pouvoir voir directement, en fait, au niveau de type de solution que vous allez après acquérir. Une fois qu'on a cette vue-là, justement, sur ces événements, que ce soit des événements de configuration, donc là je vais switcher ici, des événements de configuration, des événements réseau, des événements SCADA ou quoi encore, on va du coup prendre ces éléments-là et pouvoir compléter cet inventaire donc dynamique des équipements OT qu'on va avoir dans l'infrastructure, à travers donc quel type d'événement c'est, comme je l'ai dit précédemment, ce qui va se passer si on parle d'un PLC, par exemple, au niveau du pack, etc. Et les vecteurs d'attaque dont Bernard vous parlait tout à l'heure, qui vont nous permettre de voir, bon, par exemple, sur ce PLC-là, j'ai une communication, un vecteur d'attaque, pardon, avec un contrôleur qui se trouve dans tel ou tel endroit, qui peut potentiellement amener, donc du coup, à une attaque, amener à une menace, etc. Ces éléments vont, du coup, vous permettre d'enrichir votre compréhension de votre environnement OT, voir ce qui se passe, voir quels sont les trois vecteurs, en fait, auquel vous êtes le plus sujet, donc que ce soit une personne malveillante, que ce soit une erreur humaine ou tout simplement une attaque, et donc vous permettre donc de réagir le plus rapidement. Bernard, enfin, vous parlez tout à l'heure de configuration, c'est ce qui va être, c'est chez nous typiquement chez Tenable quelque chose qui est très important parce que on a
très peu parfois de visibilité sur ce qui se passe au niveau des équipements OT, au niveau de leur configuration, au niveau des codes qui sont mis en place dans les usines, parce que généralement c'est des environnements fermés, etc. Et donc là, l'idée, c'est de vous permettre vraiment d'avoir ces éléments de comparaison et d'avoir des notifications, des alertes qui vont vous notifier quand quelqu'un fait un changement sur un PLC qui peut amener un événement de sécurité, qui peut par exemple mettre à mal une usine ou ce genre de choses. Donc c'était juste un petit aparté pour vous montrer à peu près le type d'approche que des clients peuvent avoir, donc des entreprises peuvent avoir sur la sécurité outil, donc à travers ces aspects d'inventaire, de compréhension vraiment, de conversation et d'événements, on va dire, donc qu'il va y avoir au niveau des événements outils, qu'on soit outil pur ou bien avec de l'IT dans notre environnement industriel. Voilà. Merci Maria. On a une question dans la salle. Bonjour. Bonjour, Eric Fressinet, gendarmerie. Juste une petite question, parce que vous avez cité l'IIoT tout à l'heure. Comment vous abordez les nouveaux types de protocoles réseau dans votre démarche, notamment par exemple pour la découverte des objets, etc. Qu'est-ce que ça fait comme différence dans vos approches? Alors la principale que ça va faire dans l'approche, c'est ces nouveaux types de protocoles, ces nouveaux types de communication, pour nous, elles vont être un peu inconnues et potentiellement dangereuses. C'est des éléments nouveaux qui sont pas forcément adaptés à l'utilisation classique qu'on peut avoir d'un environnement outil. Donc, lorsqu'on détecte ces nouveaux protocoles, ces IIoT ou de l'IoT en soi, donc on va plutôt alerter en fait les équipes industrielles ou des équipes sécurité pour que justement elles puissent regarder ce qui se passe au niveau de ces configurations-là. Donc, de prime abord, en fait, on va dire que c'est potentiellement dangereux parce que justement, c'est avec tout ce qui va être Internet, etc., ça peut être potentiellement dangereux pour des équipements industriels qui sont potentiellement un peu plus vieux, on va dire, et qui pourraient être plus facilement impactés par la présence de ces IIoT ou bien de l'IoT en général, en fait, dans l'infrastructure. Ça nous permet aussi, de les catégoriser, en fait, lorsqu'on va vous faire l'inventaire de ces éléments-là, on va les catégoriser directement pour vous dire, attention, vous avez la présence, par exemple, de ces équipements réseau qui sont de l'IoT dans l'infrastructure. Il faut peut-être que vos équipes sécurité les regardent un peu plus, donc dans les alertes, les notifications qu'on va leur donner, qu'ils regardent un peu plus. Alors, j'ai une question complémentaire qui qui est assez proche, mais qui va peut-être me permettre de compléter, qui nous vient des participants virtuels. Comment collectez-vous les données? Par quel matériel ou quel protocole? InfluxDB, SFlow? Comment le faire à partir de tous les équipements? Alors, la manière de le faire, en fait, aujourd'hui, notre approche dans l'outil, en fait, dans nos solutions outils, ça va être plutôt de l'analyse passive. Aujourd'hui, ça va être de la pure analyse passive. Donc, énormément d'acteurs que vous voyez sur le marché aujourd'hui, que ce soit nous ou nos concurrents, peu importe. En fait, on va commencer par de l'approche passive, donc de l'analyse de flux réseau de manière passive pour voir tout ce qui se passe sur l'infrastructure. Donc, ça va être, par exemple, juste une bêtise, se connecter sur vos switches réseau, sur vos switch cards, ces switches d'access, etc. Analyser les flux et remonter les informations. Donc ça, c'est le premier aspect de comment du coup remonter les données, faire cette analyse passive-là. Si ça répond bien à la question du monsieur. Partez pas très loin, on va rester attentif aux questions. Est-ce que, avant qu'on passe à la partie échange avec nos intervenants, est-ce que l'on a une autre question dans la salle? Apparemment pas, donc pour l'instant c'est bien. Merci Maria. Donc n'allez pas trop loin. J'appelle donc Julien Dréano, Stéphane Napo, Bernard Montel à venir sur l'estrade, enfin qui n'est pas surélevé, mais qui en fait office, pour passer à l'aspect des échanges. J'en profite aussi pour rappeler, prenez place. Pour rappeler que ce webinaire, enfin cette session sera disponible aussi en replay, et je tiens à souligner qu'il y avait quand même un nombre assez record de prises de photos des sessions, des slides de Bernard, ce qui prouvait qu'elles avaient un haut contenu informatif. Donc bravo à Bernard pour ça. Donc on va pouvoir passer aux questions. Alors je résiste pas alors d'abord quelques mots d'explication, d'introduction de nos intervenants. Donc en commençant,
tous ensemble, tous les trois, vous avez des dizaines d'années d'expérience dans différents domaines sensibles que sont la finance, les télécoms, les industries sensibles de sécurité d'énergie. Donc beaucoup de compétences autour de la table. Donc là, Bernard est encadré. Je dirais là, il est bien encadré. Donc on va voir ce que nos intervenants pensent de son intervention. Donc, juste en commençant par la gauche, donc Stéphane Napo, donc qui est donc Global CISO du groupe SEB et qui a donc un long parcours dans la finance et les télécoms, le conseil et maintenant donc le groupe SEB. Bernard Montel, dont je n'ai pas dit qu'il avait aussi lui-même toute une carrière passée à la pédagogie en fait. Hein. C'est une carrière, on voit le résultat sur ce document. Donc chez RSA et puis aujourd'hui maintenant Tenable. Et puis Julien Dréano, actuellement chez Framatome, avant qui était CISO chez Safran, Thales avant. Donc de belles sociétés à tous les trois réunis. Alors pour lancer le sujet, je vais peut-être commencer par ce qui moi en tant que je dirais intervenant m'a le plus titillé, et c'était le propos de Julien. On va commencer par Julien, et peut-être une manière de rebondir aussi par rapport à ce qu'on va indiquer sur ce qui a été dit par Bernard. Votre vision, enfin votre constat qu'on vit dans un monde d'entropie technologique, dont une sous-catégorie est la cyberentropie, et ça c'est votre vécu, c'est votre constat, et donc qu'est-ce que c'est pour ceux comme moi qui étaient un peu ignorants dans le domaine, et qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se matérialise, et en quoi effectivement ça nourrit le panorama qu'a brossé Bernard. Bonjour tout le monde, donc Julien Dréano. Donc la première question, le sujet, c'est l'entropie technologique. Donc c'est un point que je pousse un peu régulièrement. Le vrai problème qu'on retrouve à peu près tous les RSSI, les DSI, c'est que ça fait à peu près 40 ans que toutes les grandes entreprises, on achète du matériel et du logiciel, qu'on les rajoute sur étagère et qu'on décommissionne jamais. Donc à peu près toutes les grandes organisations du CAC 40 en 40 ans ont à peu près tout acheté. Donc on va appeler ça l'entropie technologique, ce qui fait que mécaniquement ça va augmenter notre surface d'attaque, qu'on a des logiciels dans tous les coins, qu'on a du matériel dans tous les coins. Et d'un point de vue après opérationnel pour nos opérateurs et pour nos équipes, on se doit d'être capable de maintenir tout ce matériel-là, le logiciel et vraiment matériel. Et ça demande également à nos équipes en général d'être ceinture noire de 15 technologies, de 20 technologies, de 50 technologies. Donc on a des problèmes d'un point de vue administratif pour tout gérer, l'ensemble de nos assets, de tout maîtriser, de tout connaître. Et en plus, on a un problème de compétences derrière pour être capable de gérer ça. Donc voilà. Alors, pour moi, en parler de l'entropie technologique, c'est quelque chose sous lequel on meurt les DSI. On s'écroule d'une charge de travail. Voilà, et ça fait 40 ans, c'est la 4e décennie d'informatique grand public sur lequel on achète, on investit, on décommissionne jamais. Voilà. Et c'est vrai que ce type d'outillage, ça augmente notre visibilité pour maîtriser mieux nos assets, une partie de nos vulnérabilités, mais avant tout, comme on disait juste avant, un des nerfs de la guerre aujourd'hui, c'est vraiment de maîtriser nos CMDB, nos assets, nos surfaces d'attaque et vraiment vérifier tout ce qu'on a dans la boutique. Et je rebondis sur une question qu'on a eue à distance de René Picon-Dupré sur l'aspect humain, parce que dans ce que vous décrivez, donc effectivement, il y a une dimension, je dirais, d'accumulation de strates qui peut durer éternellement, qui est partie pour durer très longtemps. Comment on gère ça sur le plan humain? On peut pas demander à ces équipes d'être ceinture noire de karaté sur 50 protocoles. Donc comment on gère ça par rapport aux exigences qu'on peut avoir par rapport aux équipes et par rapport au stress qu'à un moment on se dit mais je suis totalement débordé par cette entropie. Donc comment ça se gère? Il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas de solution parfaite. À mon sens, on est en train tous collectivement d'y réfléchir. Un des premiers virages du marché, c'est peut-être les move to cloud, de dire que globalement, on décharge nos infrastructures à l'extérieur et on repose sur des compétences de providers tierces. Donc ça, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent y aller, mais en tout cas, la réflexion, elle est à peu près partout. Puis après, c'est vrai, les grands GAFAM, ils ont des niveaux de services qu'ils offrent sur des infrastructures que nous, DSI, au sein des grands groupes, on a du mal à rivaliser d'un point de vue SLA. Donc voilà, ça c'est une des premières solutions. Une des deuxièmes solutions, et on le voit arriver en cyber, c'est qu'on a tellement d'outillages en cyber. Tout le monde nous parle d'orchestration et d'automatisation de la réponse à incident, d'automatisation de nos assets technologiques. C'est une des directions. Est-ce qu'on est tous
complètement mature pour être capable de déployer ce type de technologie, c'est un autre problème. Bon, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, sur le marché, il y a à peu près 2 axes. Il y a les move to cloud qui commencent à décharger les équipes de DSI, puis il y a une partie d'automatisation sur laquelle on travaille, on cherche à progresser. Ça me fait une très bonne rebond vers Stéphane, parce que précisément on a échangé effectivement sur cette thématique-là, le cloud. Est-ce que c'est pas une repousser le problème pour mieux le retomber après? Est-ce que ça crée pas d'autres difficultés? Donc ça c'est un sujet sur lequel Stéphane t'es très la convergence, le cloud, t'as beaucoup d'idées là-dessus. Donc quelle est ta perception sur ces deux solutions possibles au problème de l'entropie? Alors, on a parlé d'entropie technologique et je parlerai de cyberentropie aussi. C'est quelque chose qui masque aujourd'hui les menaces et les impacts. Mais si on prend la question donc au pied de la phrase, je dirais qu'aujourd'hui, il faut parler d'écosystème. Il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir, avec des VLAN ou d'autres artefacts réseau, séparer l'IT et l'OT. Et dans l'écosystème aujourd'hui d'une usine, puisque l'OT c'est un objet de travail pour les RSSI, pour les gens de technique que nous sommes, parfois un peu abscons. En fait, c'est protéger le manufacturing, protéger les usines. D'accord. Et dans une usine, vous allez avoir de l'IT, vous aurez des PC bord de ligne, des PC Windows, etc. Vous allez avoir de l'OT, Operational Technology, et vous allez avoir des IoT que éventuellement vous utilisez, vous produisez, et des IIoT, Industrial IoT. Vous savez, ces petits convoyeurs de marchandises qui mènent les boulons du point A au point B de l'usine, etc. Et bien entendu, vous aurez tout l'écosystème qu'on connaît. Il y a aussi des bras robots. Aujourd'hui, on les considère moins comme des OT, mais plus comme des IoT. C'est un objet connecté. Un bras robot, aujourd'hui, il y a du machine learning, de l'intelligence artificielle, il charge un camion, etc. Donc, il faut raisonner écosystème. Et donc, à partir de là, si vous pensez que cloisonner votre IT et votre OT va vous aider, vous allez être autant exposé que le nombre de portes que vous allez devoir ouvrir parce que votre ERP il doit parler à la partie OT, à la partie IT. Les administrateurs, faut bien qu'ils travaillent et puis on a rarement 2 équipes d'administration aux 15. Ça se centralise, il y a des rationalisations budgétaires partout, surtout en ce moment. Donc il faut penser des architectures qui soient cohérentes avec ce qu'aujourd'hui on doit faire en industrie. Optimiser, efficacité opérationnelle. Donc là-dessus, les réponses, c'est de repenser les choses sans trop abîmer l'architecture. Alors cette architecture, elle est quoi? Côté IT, la fenêtre d'usage, j'aime bien la notion que Julien a remontée, la fenêtre d'usage, aujourd'hui elle se raccourcit. On a moins, pour ceux qui connaissent ce terme, tout le SICOB informatique partout. On a une fenêtre d'usage d'une 15aine d'années de technologie maximum. En usine, en industrie, vous allez avoir des tableaux électriques qui ont 45 ans parfois. D'accord? Avec des commutateurs, donc la fenêtre d'usage des usines est beaucoup plus large. Alors, c'est rétrograde, mais ça nous protège. Mais il faut pas se cacher là derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un malware automatisé, puisque le crime as a service est une réalité, leur transition numérique, ils l'ont fait. Du côté menace, le budget informatique, c'est 100% pour la sécurité. Pour eux, c'est du make money. Pour nous, c'est du save money. Donc on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc cette fenêtre d'usage qui est très très large sur toutes ces technologies du manufacturing, elle protège, mais c'est un artefact. Donc il y a beaucoup de gens qui disent mais l'industrie n'est pas si attaquée que ça. Les chiffres qui ont été sortis par Tenable juste ici, un ransomware sur 7 automatisé. Je ne parle pas des attaques ciblées où là on est à droit quoi qu'il arrive parce que s'ils le veulent, ils le peuvent. Mais un ransomware automatisé sur 7, et c'est un gros pourcentage, peut mettre à mal des outils qui sont assez abscons au niveau technologique et très différents de l'IT. D'accord? Donc, un ransomware sur 7. Si vous regardez la tendance, c'est un vecteur très raide. C'est-à-dire que la finance était un des premiers attaqués, mais il y a une grosse défense. Aujourd'hui, le milieu hospitalier, on l'a évoqué, et l'industrie, elle arrive tout de suite derrière, et on pense même que vu les fonds qu'il y a derrière l'industrie et la perturbation qu'on peut créer dans une usine et les grands enjeux pour les groupes qui sont derrière. Regardez 2017 WannaCry, on n'est pas loin de la date anniversaire aussi de WannaCry, Saint-Gobain et d'autres entreprises s'en souviennent beaucoup. Donc la perturbation qu'on peut occasionner est beaucoup plus lucrative. Donc les chercheurs côté attaque se mettent de plus en plus à vouloir mettre à mal ces systèmes. Donc nous sommes protégés parce qu'aujourd'hui, un code malveillant, il est fait un peu sur l'IT, le kernel de ce code malveillant qui coûte parfois des millions de dollars de développement aux assaillants aussi. Des codes comme Zeus, etc., on les évalue entre 3 et 5 millions de dollars pour leur conception. Donc il y a beaucoup de recherches, mais ils vont migrer. Et donc ce code-là, aujourd'hui, quand il arrive dans une usine,
le hacker qui est derrière, qui fait son déplacement latéral ou le code tel qu'il est fait, mais il y a des technologies qu'il ne connaît pas. Le hacker n'était pas né quand certaines technologies sont arrivées dans les usines et elles sont en run aujourd'hui. Elles marchent toujours. Donc là-dessus, ça crée une fausse impression de protection et ça crée une fausse impression de faible sinistralité. La sinistralité sera très forte, et je voudrais terminer là-dessus. C'est nous, c'est vous qui allez ouvrir la porte. Parce que vous allez la moderniser, votre usine. Vous allez aller dans l'usine 4.0. Vous allez interconnecter votre usine. Et si vous ne mettez pas de bastion, on ne va pas détailler le principe ici, mais si vous n'adoptez pas des architectures de type SASE, ça s'écrit S-A-S-E, ces architectures granulaires basées sur le zéro trust. Donc, c'est pas je branche un truc et je fais des audits plus tard. C'est avant de brancher, je vérifie si c'est pour eux vulnérable, maintenu, est-ce qu'il y a une communauté derrière, etc., etc. Je vérifie d'abord et je fais confiance après. La confiance n'est pas un outil de sécurité. La confiance est une finalité de sécurité pour les clients, les consommateurs. La confiance est un élément subjectif. Mettez de la confiance dans les réseaux, vous m'expliquerez comment vous faites. Et c'est pour ça que zéro trust, zéro confiance nous explique qu'on doit faire la sécurité by design. Tout ça, c'est dans tous nos manuels. Ben, vous voyez, dans l'OT, il n'y aura rien de nouveau par rapport à l'IT. Il faut juste y aller et arrêter de croire que c'est un monde différent parce qu'il va être attaqué, puisque l'OT, c'est le cœur poumon industriel des industriels français, des industriels européens et mondiaux. Et pour ceux qui ont des SIIV, des systèmes d'importance vitale, ils le savent bien. Voilà. Mais il faut que les non-SIIV s'y mettent aussi. Donc, attention, les outils, c'est pas différent. Faut y aller. La cyberentropie, ça donne une fausse impression de sinistralité. Mais très bientôt, la menace va évoluer. Et en plus, vous allez moderniser votre usine. Donc, elle va passer d'un outil indéchiffrable ou difficilement déchiffrable et vieux pour les hackers qui sont parfois très jeunes, à quelque chose de totalement IT, totalement Wi-Fi, totalement interconnecté. Donc, prudence et surtout ne pas se reposer sur la faible sinistralité. Le vecteur d'attaque est raide. On avait une question peut-être sur laquelle tu pourrais rebondir, Stéphane, qui est sur ces vieilles applications, certaines ne produisent pas de log. Enfin, elles sont déconnectées. Ça a été aussi abordé par Maria. Comment ce type d'application extrêmement âgée, du coup, si elles produisent pas de log, est-ce qu'elles sont protégées ou est-ce qu'elles sont au contraire quelque part vulnérables? Comment ça s'analyse? L'interconnexion ou la déconnexion ne sont pas des outils ou des malheurs de sécurité. Dans la finance, on le sait bien. On a imaginé dans la finance, il y a des années, qu'un système totalement déconnecté du monde était invulnérable. Voilà. Les distributeurs de billets, il y en avait qui étaient assez peu connectés ou avec des process vraiment asynchrones, branchés quelques minutes par jour pour remonter des infos, etc. Puis le service au client a fait qu'on a dû s'interconnecter. Mais on a vu que des systèmes quasiment déconnectés étaient vulnérables aussi par une attaque, vous savez, le point d'eau, waterhole. Donc, vous faites en sorte d'avoir un transporteur de fonds, vous infectez ses clés USB, et quand il va mettre à jour vos distributeurs de billets, il va vous les infecter tous. Parce que on fait pas toujours des mises à jour sécurité, et les RSSI le regrettent beaucoup, mais on fait beaucoup de mises à jour fonctionnelles. On veut charger son baladeur sur un ATM, etc. Donc, la finance a traité ce problème et a arrêté de penser qu'un système déconnecté était invulnérable. Ce n'est pas le cas. Un jour ou l'autre, vous ferez une sortie de données, un jour ou l'autre, vous allez le connecter pour une mise à jour avec une clé USB, un télémainteneur s'en occupera ou un mainteneur le fera physiquement, et ce jour-là, vous serez très probablement infecté. Donc il faut pas croire que si on vit dans l'isolement total, on va ne pas attraper telle ou telle maladie. Vous allez boire de l'eau qui vient de dehors, vous allez manger des aliments que vous ne fabriquez pas dans votre salon, etc. C'est pareil pour l'informatique. Et donc l'absence de log, après, si c'était la question, l'absence de log, elle nous aide surtout à vite brancher ça sur des SOC aujourd'hui. Aujourd'hui, les logs, c'est de la posteriori, mais la détection-réaction, c'est de faire de la posteriori très rapide. Et donc, quand on n'a pas de log, c'est triste. Si on se pense déconnecté et qu'on n'a pas de log, on ne peut pas surveiller, parce que la surveillance, c'est un élément de... La sécurité, c'est pas un problème. La sécurité, c'est une réponse à des besoins pour que le business reste stable et produise des profits, ou pour qu'une usine continue à fonctionner. Donc, la surveillance, c'est l'un des processus vitaux. Il faut des éléments de surveillance, donc il faut des stéthoscopes, des probes, comme certains éditeurs le font. Voilà. Il faut aussi faire attention à son hygiène informatique. Il ne faut pas cultiver des retards technologiques phénoménaux. On peut avoir des vieux systèmes. Si vous ne pouvez pas les mettre à jour dedans, vous mettez à jour autour. Et donc, la solution, ça n'est pas la déconnexion, mais c'est de placer une informatique qui est parfois un peu legacy, comme on dit, ou qui n'est
parfois plus supporté. Dans l'IT, quand c'est plus supporté, aujourd'hui on l'enlève. Dans une usine, c'est pas toujours faisable. Quand vous avez un robot à 8 millions d'euros, vous l'enlevez pas tout de suite. Donc dans ce cas-là, on fait la sécurité autour. Et ça, on sait faire. On a des outils, des instruments pour faire. Je vais réagir. J'ai des questions de la salle et on demandera s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que tu souhaites réagir ou à ce stade? Non. Allez, Julien. Si, ouais, je peux ponctuer sur la convergence IT et OT, qui est un peu le propos. Il y a une règle dans certaines DSI qui est pas mauvaise. C'est de dire que tout ce qui est adresse IP sur le réseau est sous responsabilité de la DSI, parce que globalement aujourd'hui on voit au sein des grands comptes, il y a l'informatique industrielle qui est à côté de l'informatique de gestion, c'est des équipes séparées et c'est pas encore en permanence convergé, c'est pas forcément le DSI qui a la main sur l'ensemble des assets industriels. Le métier a aussi par moment encore tendance à penser qu'ils sont capables de faire la même informatique industrielle qu'à 20 ans, de continuer à déployer des boîtes et ils sont persuadés que ça fonctionne aussi simplement qu'avant, mais une partie de nos PDG pense aussi que nos usines vont sait produire des moteurs d'avion, des centrales, ou des robots sans ordinateur. Une partie de la culture pense que l'usine fonctionne sans les ordinateurs et en vrai aujourd'hui si on perd le réseau et on perd l'ERP, les usines elles sont bloquées instantanément en fait. L'ERP est tellement rentré dans l'usine que tout est lié à ça. Donc globalement sur cette convergence IT et OT, voilà, il y a cette règle. Est-ce que c'est à la DSI ou pas de prendre la main sur l'ensemble de ces assets-là? À partir du moment où ils ont une adresse IP sur le réseau, ça doit rentrer dans notre urbanisation, dans nos frameworks, dans notre security by design. Enfin voilà, on a plein de patterns de sécurité. Et le deuxième point, juste pour rebondir, on a aussi un problème aujourd'hui sur la partie OT au sein des usines. Donc c'est l'arrivée, on parle de l'IoT, de l'IIoT. Voilà, globalement, l'ensemble des métiers achètent de l'IoT, l'IIoT. J'aime bien rappeler à mes métiers également que dans l'IIoT, il y a net d'écart avec le mot idiot. Parce que globalement, c'est des produits fabriqués sur étagère assez rapidement. Les éditeurs de l'IIoT ou de l'IoT n'ont pas une culture sécurité, n'ont pas forcément une culture produit et développement. Ce qui nous, de l'autre côté, quand on récupère l'ensemble de ces produits au sein de nos usines, qu'on les interconnecte, ça va nous générer de l'entropie, mais surtout des vulnérabilités, des problématiques de sécurité. Parce que l'éditeur, même quand il a conçu son produit initialement, n'avait aucune culture cybersécurité. Et ça, c'est aussi nous, notre rôle, les grands comptes, d'accompagner nos fournisseurs, d'accompagner nos éditeurs pour les faire monter en maturité, pour aider à sécuriser leurs produits, parce qu'à la fin, on va en bénéficier. Alors, c'est intéressant, j'aimerais que vous remontissiez les uns les autres sur ce sujet-là, parce qu'il y a une dimension sociologique et pédagogique. Donc là, alors, vous avez mentionné deux choses: éduquer vos prestataires, vos fournisseurs, c'est déjà un sujet en soi. Ça, c'est je dirais en latéral, si on peut dire, mais après en vertical, vous avez cette remarque quand même assez troublante de la top management, si je comprends bien, a encore des difficultés à intégrer la manière dont leurs usines fonctionnent et de la manière dont la technologie, si j'ai bien compris, sur les machines sont connectées ou pas et sont reliées, je dirais, à l'aspect IT. Donc, est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que du coup, il y a effectivement un vrai sujet de pédagogie encore au niveau du top management dans certaines entreprises, j'imagine? Alors, je pense que Tinable pourra amplement compléter le sujet. Je pense qu'il y a une grande mobilisation du top management aujourd'hui sur la continuité opérationnelle. Et je suis convaincu, pour les grands groupes que je connais en tout cas, de la cyber-responsabilité des grands managers aujourd'hui, et je parle des grands managers métiers, pas que du CIO qui lui, de facto, voilà. Aujourd'hui, les gens savent qu'une usine, c'est pas des boulons et de la mécanique et des tapis roulants, mais que c'est avant tout un sous-jacent informatique fort. Voilà. Alors ils le savent parfois parce qu'il y a eu des incidents, et la plupart le savent aujourd'hui parce qu'il y a cette culture. Après, je pense que le nœud gordien, il est plutôt il y avait deux familles, il y avait la famille des OT et des IT, on faisait des grandes différences. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui est dans un monde interconnecté, et c'est ça qu'il faut faire. Et ce monde interconnecté, il faut y rentrer les partenaires aujourd'hui, puisqu'il y a des partenaires dans vos usines qui ont des accès à distance avec le même mot de passe depuis 22 ans. Qui gère vos tableaux généraux basse tension, qui gère la télésurveillance des caméras, etc., etc. Et tout ça aujourd'hui s'interconnecte. Donc attention, ne traitez pas que l'informatique est sous votre responsabilité, mais traitez bien votre chaîne de valeur. Et là aussi, les dirigeants, lorsqu'on leur parle de chaîne de valeur, ils comprennent mieux ce qu'il faut embrasser comme périmètre. Et donc, le third parties risk management, c'est important. Voilà, l'acquisition n'est pas qu'un processus comptable, c'est aujourd'hui un processus de probation cybersécurité.
Mais je pense que Tenable Non, en voit plus que nous. j'écoute attentivement et je me rends compte que de part et d'autre, ce qu'on voit, c'est surtout, et ce que j'ai essayé d'expliquer un tout petit peu en introduction, c'est que l'infrastructure, elle se fragmente et elle s'étend. Et elle va très très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une approche traditionnelle qui est de dire je vais détecter. Vous posiez une question, est-ce qu'on a des logs et si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est un sujet que je connais un peu, les logs. Mais Sachant qu'il y a des machines qui ne produisent pas de logs par construction. oui, alors les logs c'est très important pour, comme le disait Stéphane, a posteriori essayer soit de comprendre ce qui s'est passé, soit détecter s'il y a des signaux faibles en temps réel, le plus de temps réel possible. Mais quand on regarde bien, une attaque de ransomware, si je reprends cet exemple-là, si vous la détectez, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que il y a deux grands, si j'essaie de simplifier au maximum, il y a une approche préventive et une approche de détection. D'accord. Donc l'approche de détection, c'est d'avoir des outils un peu partout pour essayer de comprendre s'il y a des anomalies de comportement. Et l'approche préventive, c'est là où nous on se situe avec Tenable, c'est d'essayer d'anticiper. Je reviens sur le sujet de la table ronde, c'est d'essayer d'anticiper au maximum. Or jusqu'à présent, on a une approche qui est extrêmement silotée, parce que l'IT, l'OT d'un côté, parce que l'entropie qui est extrêmement forte avec des systèmes, voilà, on peut pas avoir des experts sur tous les systèmes, et surtout jusqu'à présent, on avait une approche silotée, même sur la détection et gestion des vulnérabilités. On va faire des scans sur une nouvelle application qu'on met en production, ça c'est l'approche traditionnelle, je pense que vous pouvez confirmer, il y a pendant très longtemps, on faisait des scans de vulnérabilité, je dis bien des scans, hein, lorsqu'on avait une nouvelle application à mettre en production. On scanne avant de mettre en production, c'est bon, je mets en production, c'est terminé, et je suis conforme, soit à la réglementation, soit à la politique des sécurités. Moi, ce que j'aimerais aborder, c'est surtout d'essayer de prendre de la hauteur et d'avoir une approche sur deux éléments. De la hauteur en termes de gouvernance, c'est-à-dire que le but, c'est pas de scanner, et là, c'est un peu le syndrome du seau troué, hein, avec, ça fuit, je vais mettre un patch, c'est bon. C'est d'avoir une capacité de dire, voilà, sur cet écosystème global, quels sont mes risques et comment je les pilote. Alors certes, il faut des outils, mais il faut, à mon sens, prendre de la hauteur sur ces outils-là et d'avoir vraiment une approche par les risques. D'avoir des indicateurs de risque sur la gestion des vulnérabilités, qui est de dire, ça c'est c'est très élevé en termes de vulnérabilité, mais en fait, je m'en fous totalement parce que ça ne concerne pas du tout un asset critique dans mon usine. Ça va pas permettre d'arrêter l'usine. C'est peut-être un outil qui est complètement ailleurs. C'est pas très grave. Je vais pas le patcher maintenant. Et ça, aujourd'hui, je pense que dans la mentalité globale, c'est pas tout à fait intégré. On a un conflit entre la conformité qui dit vous patchez toutes les vulnérabilités qui sont au-delà de 9 en termes il faut le faire. Et en même temps, non, parce que j'ai pas l'approche par les risques. Donc je pense qu'il y a vraiment de la prise de hauteur à prendre, à la fois en termes d'approche, mais aussi en termes d'outils. Donc nous, on essaie de travailler, de donner des outils qui cassent ces silos-là, d'accord, à la fois technique, mais surtout d'approche, parce qu'en fait, notre métier, c'est d'essayer de détecter les portes ouvertes et d'indiquer que ces portes sont ouvertes. C'est tout ce qu'on fait. Mais au lieu de le faire très très bas niveau en faisant juste des scans et s'arrêter là, d'essayer d'avoir un pilotage de ça. Voilà, c'est ce que je voulais apporter sur cette partie. Alors c'est fondamental, ça s'applique aussi bien à l'OT qu'à l'IT. Du coup, Stéphane, je voyais que tu acquiesçais. Est-ce que c'est bien effectivement une approche nécessaire et qui n'est pas assez faite? Est-ce qu'elle n'est pas assez faite? Est-ce qu'il y a une explication? Je veux dire, pourquoi est-ce que cette approche par les risques n'est pas suffisamment adoptée? Est-ce que c'est lié aux formations qui sont trop axées sur des éléments techniques, pas assez de ce type de réflexion de risque? Comment on explique qu'il y a s'il y a bien ce retard, comment on l'explique? L'ANSSI a bien pris le sujet en repartant du sol, sur des approches basées sur des événements redoutés, sur EBIOS, et en modernisant ces méthodes-là, puisqu'aujourd'hui, on ne doit pas regarder que ses ennemis, c'est énorme, et ça prendrait tellement de temps, on se regarde d'abord, on regarde les alignements de portes ouvertes, et les ennemis qui sont en face de ces portes ouvertes et qui pourraient rentrer, à ce moment-là, on les traite. Donc c'est Know Thyself and Know Your Enemy After. Donc le threat intelligence, c'est vital, mais c'est le 1 bis, ça peut pas être le numéro 1.
D'accord? Le threat intelligence, c'est important. Je ne dis pas le contraire, mais ça vient après la connaissance de vous-même et des points ouverts sur le navire ou sur le saut. Là-dessus, un risque, qu'est-ce que c'est? Il y a les puristes qui vont dire c'est un impact et une probabilité de survenance. Ouais, ça c'est une façon de mesurer le risque. Alors il y a plein de façons. Donc un risque, tout est risque, rien n'est risque. Il y a des risques qu'on peut manger tout le temps. Si on parle d'appétit au risque, il faut parler de diététique du risque. On n'en parle pas, mais il y a des risques qu'on peut manger tout le temps et il se passera rien parce qu'il n'y a pas d'asset, il n'y a pas d'enjeu métier derrière. Il y a des risques où il faut aider un peu avec des contre-mesures. Manger quelque chose, il faut un Alka-Seltzer avec. Bon, ok. Voilà. Et puis il y a des risques qui sont toxiques. Vous mangez, l'entreprise périclite. Voilà, ou réglementaire, interdit à prendre, etc. Donc, quand on réduit les risques à 3 catégories et qu'on parle d'appétit de risque et de diététique du risque, on laisse le choix aux grands managers. Parce qu'in fine, c'est pas un RSSI ou un DSI qui va choisir quels sont les risques que l'on prend. C'est au métier de le faire. Le risk-taking, c'est aussi une source de profit. Une entreprise fait du profit, la finance le sait bien, en prenant des risques. Donc ça, c'est pour les risques. Donc les risques, c'est un sujet d'acculturation et il faut savoir en parler simplement et faire des métriques après avec ce qu'on a appris au niveau académique, bien sûr. Mais il ne faut pas amener un brouillard lourdissime à un comité de direction. Parce que ce que veut savoir un comité de direction, c'est est-ce qu'on fait un go live ou pas et le time to market, est-ce que vous allez l'impacter à cause de préconditions de sécurité ou est-ce qu'on peut y aller et gérer des post-conditions de sécurité. Donc il faut toute une démarche de risque appetite, de traitement, etc. Et bien entendu, il faut regarder les risques avant d'être en production. Voilà. Alors après, il y a la démarche de surveillance. La démarche de surveillance, ouais, il faut connaître les portes ouvertes, mais il faut savoir qui se balade. Parce que par une petite porte ouverte, très dérobée sur un risque qu'on peut manger tout le temps, parfois il y a des gens qui arrivent à se balader très très loin, parce que nos réseaux sont ouverts. On enlève, on décommissionne dans le monde entier de plus en plus les firewalls. Regardez le marché des firewalls, vous verrez que c'est pas une vente qui augmente exponentiellement chaque année. Donc la surveillance, c'est vital, et la surveillance, elle doit être basée sur un inventaire. Un inventaire, je sais comment ça résonne dans votre esprit. C'est un truc difficile à faire. La CMDB, elle est jamais à jour, etc. Il faut passer de l'inventaire statique à l'inventaire dynamique. Il faut en permanence voir votre système d'information non pas comme une somme de points raccordés, mais comme un terrain de marché où il y a des marchands ambulants qui vont venir jour et nuit se connecter ou pas. Et donc, vous verrez, si vous faites des inventaires dynamiques, puisqu'aujourd'hui, le machine learning et la puissance des applications de surveillance le permettent, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui font toujours la même chose. Premier cas. Vous allez voir aussi qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont à vous, que vous connaissez, mais qui font pas la même chose. Genre, j'ai 25 PC bord de ligne, ils ont jamais parlé à l'Internet, et là, toute cette nuit, ils parlent tous à Internet. Alerte rouge. Et vous allez voir aussi qu'il y a des gens qui étaient jamais chez vous sur votre place de marché qui sont connectés, genre votre réparateur de GTB, gestion technique du bâtiment, qui est dans votre usine ou dans votre direction de bureau et qui a branché son PC plein de virus et qui est sur votre système d'information, puisqu'aujourd'hui la climatisation, la téléphonie IP est sur votre système d'information. Donc la réponse à ça, c'est la surveillance et la défense en profondeur. On en parle depuis longtemps. Aujourd'hui, ça s'appelle tiering ou zoning. Donc si vous avez sur votre système d'information avec des architectures zéro trust ou celle-ci, 3 trucs. Des zones de non-confiance, des zones de semi-confiance où les gens vont venir, ils vont être placés en parking jusqu'à ce que leur antivirus et leur mise à jour soient faites. Et des zones de confiance, où là, tout le monde est à jour, vous allez éviter des impacts qui seront globaux sur votre entreprise. Et donc, un ransomware pourra exploser quelque part, mais l'onde de choc sera moindre. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit travailler. La prévention, elle continue d'exister, mais prétendre que la prévention couvre tout, c'est avoir la roadmap des hackers. Je ne sais pas qui l'a reçu dans la salle, nous pas encore. Donc, comme on ne connaît pas ces menaces et qu'elles sont non prédictibles, il faut travailler par cloisonnement et par surveillance. Aujourd'hui, c'est la détection en réaction qui va nous protéger. Oui, sur cette approche de tiering, j'ai à peine évoqué tout à l'heure dans ma présentation l'aspect Active Directory. J'espère que vous aurez compris que c'est le cœur. J'avais envie de dire le cœur du réacteur nucléaire de l'entreprise, mais on considère aujourd'hui de toute façon que un réseau est compromis. Il y a une porte qui a été utilisée. Si on se positionne à cet endroit-là, évidemment, il faut continuer à essayer de les fermer au maximum. L'étape d'après, et je l'ai essayé de le démontrer avec la partie ransomware, c'est d'aller au cœur du réacteur. Et quand on a attaqué ce cœur du réacteur, qui est l'Active Directory, alors l'Active Directory, beaucoup me disent, mais lorsqu'on part vers le cloud, bon finalement, on
on répond à cette problématique-là. Or, on réalise pas que l'AD est utilisé, y compris dans la gestion d'identité, vers des applications connectées vers le cloud. Alors, ça s'appelle de la fédération d'identité. C'est-à-dire que quand vous utilisez une solution dans le cloud, bah, malgré tout, le matin, vous vous loguez dans votre système, et dans votre système, c'est l'AD, et l'AD va ensuite transférer cette information-là d'identité vers des applications tierces. Donc même le cloud, y compris le cloud natif, vers tous les fournisseurs de cloud X ou Y, eh bien, on retombe sur des travers classiques qui sont la gestion d'identité, le contrôle des identités et surtout de cet élément-là qui est vraiment le cœur du système. C'est pour ça qu'on considère, nous, que c'est aussi vulnérable et qu'il faut être capable d'aller comprendre des vulnérabilités à nouveau, cette fois-ci sous la forme de configuration, pas sous la forme de bug, liés à cet élément crucial dans le système d'information. On a une question d'Éric Fraissinet, et si vous avez des questions, j'ai des questions virtuelles, donc levez la main. Alors, très vite. L'approche décrite par Stéphane, notamment sur la gestion des risques par différents espaces de risques acceptables. Si on prend l'exemple des hôpitaux qui a été évoqué tout à l'heure, alors ça pourrait bien s'appliquer, mais on a l'impression que ça a été appliqué à l'extrême, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, ils acceptent de prendre un maximum de risques. Et la question du coup qu'on se pose, c'est quel est le chemin vers la maturité qui permet d'appliquer ça de façon efficace, et quelle stratégie toi tu appliquerais dans un tel univers pour expliquer aux médecins ou aux responsables de clinique ok, il faut prendre des risques parce que vous devez soigner des patients, c'est indispensable, mais voilà le risque acceptable, voilà les outils qui sont adaptés à votre prise de risque. Voilà, comment tu ferais? C'est une excellente question. Merci à toi d'avoir posé. En fait, il y a des instruments depuis très longtemps que nous connaissons tous et qui tombent en désuétude. BIA, Business Impact Analysis. En langage français, qu'est-ce qui nous fait manger? De quoi vit-on? Qu'est-ce qui permet aux patients de survivre dans une salle d'opération si on perd General Electric Medical System, la vidéo intraveineuse, par exemple. Donc, ces choses-là. Donc, lorsqu'on réalise un BIA, et c'est un instrument qui est obligatoire dans quelques métiers que j'ai connus dans la finance, mais c'est un instrument bienfaiteur parce qu'il va faire le ménage sur cette grande place de marché très vivante, très, très organique aujourd'hui et croissante et mouvante qui est l'informatique. Voilà. Et le métier peut acheter des solutions, l'IT achète des solutions, il y a des solutions qui viennent d'elles-mêmes par le chauffage, par les mouvances technologiques. Et donc, si on fait le ménage en disant, mais là-dedans, il y a peut-être qu'un Pareto, il y a peut-être que 20% de cette informatique qui nous fait vivre, on va mieux déterminer notre zone de confiance pure à sécuriser. La bonne nouvelle, c'est que ça permet de faire des focus et qu'on ne va pas acheter des produits de protection pour tout et n'importe quoi. Si vous surprotégez des zones de sécurité à faible enjeu, vous allez gangréner votre business. D'accord. Si vous oubliez des zones sensibles ou que vous protégez tout le monde avec le one size fit all, vous allez avoir une coque mal taillée qui va plus ou moins bien être alignée avec vos zones de semi-confiance et qui va pas être au niveau. Et aujourd'hui, c'est ça. Si on ne l'explique pas, ça va être géré par une approche financière. Et je ne montre pas du doigt le milieu hospitalier, mais il y a beaucoup d'endroits où l'approche financière a présidé et où les risques n'ont pas eu suffisamment de clarté ou de droit au chapitre. Et donc dans ce cas-là, on va protéger par la voie du milieu, je mets le curseur au milieu, parce que de la sursécurité, on n'a pas l'argent, c'est pas notre métier, mais pour les attaquants, c'est leur fonds de commerce. Donc je vous rappelle que pour eux, c'est du make money, donc eux, budget no limite. Pour nous, on doit équilibrer. Dans les hôpitaux, il faut quand même soigner le patient. Et donc, il faut pouvoir non pas mettre un curseur au milieu partout, mais il faut décréter 3 zones et mettre un curseur très fort sur la zone de confiance, mettre un curseur médian sur la zone de semi-confiance et mettre un curseur très ouvert sur vos zones de non-confiance. Et vous allez comme ça peut-être moins embêter l'acquisition des talents. Les gens qui veulent venir et faire du social network dans une entreprise sans avoir les barrages de votre Zscaler ou je ne sais quoi. D'accord ? Aujourd'hui, on a tendance à mettre le même t-shirt à tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est important. Et les métaphores du t-shirt sortent. Sur le phishing, si j'ai un t-shirt avec le nom d'une grande banque et je dis « donnez-moi vos mots de passe », vous n'allez pas les donner. Mais sur l'informatique, on ne se pose pas la question. Et c'est pareil, si je vous donne un rouleau compresseur pour écraser une fourmi dans la vie physique, vous allez dire la pauvre fourmi et le rouleau compresseur, ça coûte cher. Ces disproportions dans le monde physique, on les agrée très facilement. Dans le monde logique,
le manque de proportion, la sous-proportionnalité, la disproportion, elle passe comme une lettre à la poste. Voilà, on a l'impression que c'est logique, on fait un budget aligné et je déploie. Non, je pense qu'il faut faire des solutions différenciées, au moins sur 3 marches de podium. Vos zones très sensibles, ce qui vous fait vivre, manger, continuité d'activité, l'Active Directory en fait partie, d'accord, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont sur des solutions bronze, silver, premium, des choses comme ça. Ce sont de bonnes approches, d'accord. Il n'y a pas encore, je pense, de démarche académique. Donc la sensibilisation, c'est en fait de segmenter pas trop, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'euclidien avec des millions de choses et le tableau à 223 questions. Aujourd'hui, on le voit dans certaines compagnies d'assurance ou certains cabinets d'audit, c'est dommage, mais il faut faire des choses à la fois simples et pragmatiques. Donc 3 grands groupes. Déjà, ça permettrait à beaucoup d'entreprises d'investir à la marge et de réduire les risques considérablement. Donc investissement modéré, effet fort. Et c'est ça qu'on cherche. Ça me donne une question qui était posée à distance sur justement l'assurance. Est-ce que vous les voyez arriver sur l'OT après avoir, je dirais, déployé sur l'IT? Comment vous les voyez arriver ces acteurs? Est-ce qu'ils vous sollicitent et qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce que justement, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur dites attendez, votre question à 223 questions, c'est vraiment pas la bonne approche? Comment vous le vivez? Cette année, ils sont arrivés sur l'OT. Autant l'année dernière, là, ça se durcit un peu les échanges avec les assureurs. Tout le monde se cherche une position aujourd'hui à comment assurer le risque cyber et comment fournir un coussin financier, je pense, de leur côté pour être capable d'assurer les grands comptes. Aujourd'hui, il y a que les grands comptes, je crois, en France qui prennent des assurances cyber, ce qui fait que les assureurs ont pas assez de finances pour couvrir le risque et ils auraient besoin des TPE, des PME aussi. Donc là, cette année, ils durcissent un peu. Par rapport à l'année dernière, là, cette année, il y a les 200 questions sur la partie industrielle. En plus des 300 questions sur la partie informatique traditionnelle. Ce qui fait qu'on est sur des fichiers Excel de 500 questions à répondre la veille pour le lendemain, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen justement alors c'est pas immédiat, c'est pas dans les discussions bilatérales puisque là il n'y a pas de marge de manœuvre, mais est-ce que le monde de la cybersécurité ne peut pas avoir un échange avec le monde des assureurs pour les faire monter aussi en gamme dans leur approche et justement leur proposer ça parce que ça serait bon pour leur business, parce que je pense pas que c'est très productif d'arriver avec 500 questions et je pense que ça va pas vous mettre dans les meilleures conditions. Je vais ponctuer un petit peu. Donc effectivement, il faut qu'ils montent en cyber, les assureurs. Enfin, on a eu un échange il y a quelques temps. Il y avait un petit déjeuner d'organisé. Il y avait un nombre certain d'assureurs qui étaient présents dans la salle pour présenter leurs problématiques et nous expliquer qu'ils étaient comme nous, qu'ils avaient du mal à appréhender la partie cyber et qui manquait de ressources pour nous accompagner, pour nous auditer, pour nous analyser. Et ce qui expliquait qu'ils avaient du mal à suivre du mal. Ou collectivement, on cherche une position. Le vrai point, effectivement, on est tous tendus sur les ressources. Mais c'est pas une excuse. Maintenant, je veux dire, ils sont comme nous, on a des budgets, on a des équipes, qu'on veut faire une montée en compétences ou une acquisition de savoir, on sait le faire. Donc, libre à eux comme à nous de recruter leurs experts, de se faire leur religion, une montée en compétences sur ce type de sujet. Donc, on est là également pour les accompagner, mais c'est aussi, c'est assez facile comme posture de dire, on manque de compétences, on sait pas vous accompagner. Nous aussi, on a des problèmes de compétences. On est tous tendus aujourd'hui en cyber. Tout le monde, a du mal à faire gonfler les équipes et scaler. Voilà, c'est une solution facile. Tout à fait d'accord. Le métier de l'assureur, il faut bien le repositionner. C'est des gens très cyber responsables et qui ont une vraie culture du risque. Donc l'actuariat, voilà. Après, le caractère imprédictible et nos limites de l'impact cybersécurité ne les aident pas à provisionner des fonds, à déterminer des seuils, des plafonds. Donc c'est nécessaire dans leurs algorithmes. Le métier de l'assureur, il va pas vous aider à pas tomber. Il va pas vous aider à pas être attaqué. Le métier de l'assureur, c'est de vous aider à vous relever après. D'accord? Donc déjà, il faut être d'accord là-dessus. Et le métier de l'assureur dans vos risques, c'est uniquement sur les risques transférables. Lorsqu'il y a un risque qui va vous tuer tout de suite sur votre cœur du réacteur, comme on disait, l'assureur, il va venir après, mais peut-être avec votre acheteur, parce que vous aurez peut-être déposé le bilan, parce que l'impact était trop fort. Donc un assureur, ça aide à se relever, et pas surtout. Les risques transférables, c'est quand on est soi-même attaqué et qu'on va affecter sa SS2I. Ou que votre SS2I est attaquée et qu'elle va vous infecter par effet de bord. Ça, c'est des risques transférables qu'il faut assurer. Mais dérisquer la prévention d'une attaque ransomware avec l'assureur, à mon sens, c'est assez peu efficace et ça peut être assez coûteux.
Et la prime d'assurance, vous risquez de pas l'avoir parce qu'on va vous ressortir vos 223 questions et on va dire là, vous aviez dit que votre processus de mise à jour, c'est hermétique et j'ai trouvé 2 machines sur 45 000 qui n'étaient pas à jour. Donc, non. Voilà, ça sert à ça aussi les questionnaires et c'est le jeu de l'assurance, c'est normal, l'assureur a des responsabilités financières fortes, il a un métier, voilà. Donc il faut donner à un assureur les risques transférables dans une matrice de risque, pour ceux qui en font. Donc c'est uniquement cette catégorie de risques et les risques pour se relever après, les risques pour que ça n'arrive pas. Les assureurs travaillent avec des compagnies aujourd'hui cyber, etc. Mais il faut qu'il y ait une fumée ou un feu pour que ça arrive. Et vous savez qu'entre la fumée et le feu, on a aujourd'hui quelques minutes avant que 50 à 80% du système d'information soit dévasté. Donc la SS2I, pour vous aider, elle va arriver sous 2 à 4 heures. Vous voyez le sujet? Oui, je ne veux pas forcément rester trop là-dessus, mais juste, pour moi, l'assurance, c'est quand même de l'hyper-réactivité. C'est-à-dire qu'on est vraiment au bout de la chaîne par rapport à anticiper, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'assurance. J'ai bien peur que malheureusement, les petites et moyennes entreprises, si elles passent par la case assurance, ne vont pas forcément passer par la case de renforcer la partie sécurité. Donc il faut absolument pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt en disant c'est bon, j'ai mon niveau d'assurance. Et donc du coup, ça va pas permettre, à mon sens, d'aller vers le sens de l'augmentation de la partie sécu. Le deuxième élément qui est très lié à mon sens, c'est aussi la conformité. Souvent, la conformité a été mise en place par manque de référentiels communs pour pouvoir partager un langage commun et des niveaux de pratique communes. Mais quand on fait le minimum commun, eh bien, on fait, comme tu disais tout à l'heure, une taille pour tout le monde. Et on se rend compte, entre autres, dans la partie gestion des vulnérabilités, que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure un tout petit peu. Il y a un conflit entre j'ai fait ce qu'il faut en termes de conformité, donc j'ai fait ce qu'il faut, ça y est, je suis assuré, je suis conforme, c'est terminé, j'ai mes 500 questions, voilà, j'ai tout rempli. Je pense qu'il faut que ça soit vraiment en complément et qu'on garde quand même une approche anti-ring et une approche par les risques. À mon avis, étant donné qu'on est déjà au-delà de l'heure, on va clore et ça fait une très bonne conclusion. Peut-être encore un dernier mot, Bernard, sur la journée CFI et le FIC. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, vous avez l'occasion, profitez-en d'échanger avec nos intervenants et de reprendre un peu de café à la sortie. Comme ça, on fera rendre jaloux nos participants à distance. Et le FIC, donc c'est quand même la prochaine étape. Donc, quelques mots. Tenable y sera, je crois. Oui, on sera présent. On aura une belle équipe avec un stand organisé par nos équipes qui sont ici dans la salle et le marketing, qu'on remercie aussi pour l'organisation de ce séminaire. On sera présent donc en juin au FIC, Tenable, évidemment. Merci à être venus nombreux ce matin. Donc la vie en hybride reprend en vrai et à distance. Donc merci beaucoup à tous d'être venus. Et puis donc venez échanger. Et puis on rendez-vous au FIC le 7 juin pour la journée CFI. Merci.